Bonjour à tous. Il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo sur Capluche, l'horrible bourreau parisien. Et dans cette vidéo, je vous avais dit ça. Petit flashback comme dans les films. Donc j'avais écrit un pavé sur tout le cirque qui va suivre, mais le souci c'est que c'était beaucoup trop long, et le titre aurait plutôt dû être La guerre civile entre Armagnac et Bourguignon. Tout ça va déboucher sur une guerre civile ultra violente, qui va être faite d'alliances, de vengeances meurtrières et de massacres. Mais ça, je vous le raconterai peut-être dans une future vidéo. Eh bien, c'est pour aujourd'hui, car je vais vous parler complot et cervelle à l'air. Eh oui, ça va être du propre. D'ailleurs, n'hésitez pas à visionner ou à revisionner la vidéo sur Capluche, car elle est étroitement liée à celle-ci. On y retrouve pas mal de protagonistes. Bref, l'histoire est faite de détails, parfois insignifiants et parfois importants. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement assez peu connu qui a malheureusement pour la France peut-être changé le cours de la guerre de 100 ans, même si au final la France gagnera cette guerre. Allez, générique, et on attaque. Bon, comme ma première vidéo sur Capluche, tout le cirque qui va suivre est dû au premier gros pétage de plomb du roi de France, Charles VI le Fou. Qui va tuer plusieurs de ses hommes dans la forêt du Mans en 1392. Il souffre d'une démence partielle, parfois ça va bien, et parfois il est complètement à côté de ses pompes. Il est donc décidé que les proches du roi soient régents du royaume de France, même si Charles VI reste quand même au pouvoir, mais il sera plus une marionnette qu'un roi. La reine Isabeau de Bavière sera régente principale, sauf qu'en réalité, elle va pas gérer grand chose. Car les deux partis les plus puissants du royaume ne vont faire que se provoquer pour, en quelque sorte, prendre les rênes du royaume de France. On a donc la maison d'Orléans, avec à sa tête le frère du roi, le duc Louis d'Orléans, et la maison de Bourgogne, dirigée par le duc Philippe le Hardi, qui lui est l'oncle du roi, ainsi que de facto celui de Louis d'Orléans aussi. La relation entre les deux sera hyper tendue et ça n'aura rien de positif pour le royaume. Cependant, en 1404, Philippe le Hardi décède, après être tombé malade. Et c'est son fils Jean Ier de Bourgogne, dit Jean sans peur, qui va reprendre le flambeau. Et la situation en France va évoluer, puisque tout cirque va totalement empirer. Louis Ier d'Orléans va profiter de la mort de Philippe le Hardi pour tenter d'amoindrir l'influence bourguignonne dans Paris. Lorsque ça va arriver aux oreilles du duc de Bourgogne, ça va moyennement lui plaire. Et en août 1405, il va faire une entrée fracassante dans Paris, à la tête de toute l'armée bourguignonne. Isabeau de Bavière et le duc d'Orléans vont leur fuir en catastrophe direction Melun, et s'en suivra en octobre 1405 une réconciliation. Mais là on peut dire qu'on n'est pas passé loin de la guerre civile. Tout le monde reprend alors ses affaires, mais Louis d'Orléans et Jean sans peur ont toujours en vue la mainmise sur le royaume de France. Et les coups foireux vont repartir de nouveau. Mais en avril 1407, le duc d'Orléans va commettre l'erreur de trop. Toujours en train de comploter contre son cousin pour le contrôle de Paris, il va faire baisser le nombre de conseillers bourguignons à la cour du roi de 26 à 2. Et là, c'est la goutte d'eau pour Jean sans peur, qui prend une décision radicale, assassiner Louis d'Orléans. On parle juste de flinguer le frère du roi, ce qui aurait des conséquences pas super. Mais c'est décidé par le duc de Bourgogne, Louis d'Orléans doit mourir. Il paie donc une quinzaine d'hommes de main pour que le travail soit fait. Le plan est simple, une embuscade sera tendue au duc d'Orléans, dans une petite rue parisienne. Nous sommes alors le 23 novembre 1407. Le duc d'Orléans est auprès de la reine qui vient d'accoucher, quand soudain, un des valets du roi, qui fait partie du complot, annonce au duc que le roi le demande au plus vite. Le duc d'Orléans se met alors en route et direction l'hôtel Saint-Paul, où réside son frère, le roi Charles VI. Il a quelques centaines de soldats dans Paris, mais n'escorté que d'une dizaine de piquiers et valets. C'est alors qu'il rentre dans la rue Vieille du Temple, et c'est là que, tapis dans l'ombre, les tueurs se jettent sur les hommes du duc. Grâce à l'effet de surprise, ils viennent à bout des piquiers et des valets. Le duc est alors désarçonné et tente de prendre son épée, mais on lui tranche la main. Puis un des tueurs, à l'aide d'une hache, lui fend le crâne jusqu'à la mâchoire. Sa cervelle en fut projetée sur le sol. Ah, y a pas à dire, à l'époque on faisait pas les choses à moitié. S'en suivra une enquête qui remontera plutôt facilement jusqu'à Jean sans peur. Au début, il niera, avant d'avouer être le commanditaire du meurtre. Jean sans peur ne va alors pas se faire prier pour se tirer vite fait de Paris et rejoindra les terres bourguignonnes, plus précisément les Flandres. Forcément, les proches du duc d'Orléans avec sa veuve en tête vont crier vengeance. Son fils et successeur Charles Ier d'Orléans n'a que 14 ans quand son père est assassiné. Mais finalement, Jean sans peur ne sera jamais vraiment inquiété. Il se passera bien quelques trucs, mais rien n'aboutira. Ce sera même tout le contraire, car quelques années plus tard, il reviendra sur Paris pour asseoir son autorité. S'étant débarrassé de son ennemi le plus dangereux, il aura mainmise sur le royaume de France, mais aussi sur le roi Charles VI, qu'il manipulera comme bon lui semble. Alors ça peut paraître dingue qu'il reste impuni comme ça, mais il faut vraiment avoir conscience qu'à cette époque, le duché de Bourgogne est un duché très puissant. Au XVe siècle, la Bourgogne n'a rien à voir avec la Bourgogne d'aujourd'hui. De nos jours, la Bourgogne-Franche-Comté, c'est ça.
À l'époque des ducs, la Bourgogne, c'est ça. On parle entre autres de Pays-Bas bourguignons, de Flandre bourguignonne. La Bourgogne est constituée de terres extrêmement riches qui font sa puissance. Et à son apogée, le duché rivalise avec le royaume de France. Bref, revenons à nos moutons. Maintenant que le duc de Bourgogne, Jean sans peur, a main mise sur le royaume de France, plusieurs seigneurs vont s'allier contre lui. Et le nouveau duc d'Orléans va demander à son beau-père, le comte d'Armagnac, de prendre en quelque sorte la tête de cette alliance anti-bourguignonne. Ce qui va encore remettre de l'huile sur le feu, et là ça va partir en guerre civile entre désormais le parti Armagnac et le parti bourguignon. Il va y avoir plusieurs massacres. Un coup les Armagnacs reprendront Paris, puis ça sera au tour des Bourguignons. Bref, je saute ce passage car je le détaille dans ma vidéo sur Capuche. Sauf que nouveau rebondissement. En 1415, le roi d'Angleterre Henri V, profitant du bordel qu'il y a en France, débarque sur les côtes normandes et relance la guerre de 100 ans. À ce moment, Paris est sous possession armagnac. Et même si le roi de France, Charles VI le Fou, demande au duc d'Orléans de se rabibocher avec Jean sans peur pour dégager les Anglais, ce dernier ne l'écoute pas et part affronter les Anglais seuls, avec une armée armagnac, même si quelques troupes du duc de Bourgogne viendront quand même se greffer à cette armée. S'ensuivra la célèbre bataille d'Azincourt, où les Français se feront littéralement démonter par les archers anglais, et le pauvre Charles d'Orléans, lui, se fera capturer. Et alors que ces derniers avancent leurs pions dans le nord de la France, la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon continue, jusqu'au terrible massacre de 1418 dans Paris, où le comte d'Armagnac se fera massacrer à son tour. Les Bourguignons reprennent alors le contrôle de Paris. Le roi Charles VI le Fou ainsi que la reine sont donc sous la main du duc de Bourgogne. Mais par miracle, le dauphin Charles, fils héritier du roi, est évacué jusqu'à Bourges. Et suite à tous ces événements, le dauphin sera mis à la tête du parti Armagnac et sera déclaré régent du royaume de France. Les semaines passent et les Anglais continuent de conquérir le nord de la France sans trop de résistance. Il est donc décidé de tenter une nouvelle fois de faire la paix entre Armagnac et Bourguignon, pour s'allier et dégager une bonne fois pour toutes ces maudits Anglais. Après plusieurs échanges, il est décidé d'une entrevue entre le dauphin Charles et Jean sans peur, sur le pont de Montreux, afin de sceller une alliance anti-anglaise. Le 10 septembre 1419, lorsque Jean sans peur arrive avec ses hommes, les Armagnacs sont déjà là, et un espèce d'enclos en bois a été construit sur le pont, où se rencontreront les deux seigneurs. Chaque parti est autorisé à avoir 10 hommes qui accompagneront leurs leaders respectifs. Sauf que des proches du duc de Bourgogne lui annoncent qu'il sera en danger, que tout ça ne serait qu'un stratagème pour l'assassiner. Jean sans peur hésite, mais attenter à sa vie serait une véritable folie, compte tenu que les Anglais ravagent le nord, donc il reste confiant. Erreur fatale. Bref, les deux groupes d'hommes rentrent dans l'enclos. Le duc de Bourgogne s'avance le premier, puis le dauphin Charles avance ensuite, lui faisant face. Et là, deux versions s'affrontent, celle des Armagnacs et celle des Bourguignons. Même aujourd'hui, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé, mais d'après la majorité des historiens, ça serait la version bourguignonne qui serait la plus probable. Et je vais vous la raconter. Le duc de Bourgogne, Jean sans peur, se serait agenouillé en signe de respect face au dauphin. Il y aurait eu quelques échanges, comme le fait que le dauphin aurait reproché la complaisance du duc envers les Anglais. C'est alors qu'en se relevant, il aurait fait un geste vers son fourreau. Il n'en fallut pas plus pour qu'un certain Tanguy du Chastel se précipite sur le duc de Bourgogne. Ce dernier tenta de se protéger avec sa main, mais il se prit un violent coup de hache qui lui explosa le crâne, et sa main fut tranchée. Exactement comme Louis d'Orléans qui fut assassiné il y a 12 ans de ça. Les hommes du duc de Bourgogne n'eurent pas le temps de sortir leur épée, que leur seigneur avait déjà pris un coup fatal. Le dauphin fut alors rapidement évacué, pour ne pas prendre à son tour un mauvais coup. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet assassinat a bien été prémédité. Tanguy du Chastel, qui a donc assassiné le duc de Bourgogne, était un proche de Louis d'Orléans. Même si le meurtre du duc d'Orléans remontait à 12 ans, pour ses partisans, l'envie de vengeance était toujours présente. Suite à ça, Philippe le Bon, fils de Jean sans peur, deviendra le nouveau duc de Bourgogne. Il recevra une lettre de la part du dauphin, lui expliquant que la mort de son père fut un malheureux accident, et il lui proposa une alliance contre les Anglais. Philippe le Bon lui répondra alors d'aller se faire Non, je déconne, il n'a même pas répondu. Finalement, les Bourguignons se rapprocheront dangereusement des Anglais. D'ailleurs, le roi d'Angleterre promettra à Philippe le Bon de venger son père, histoire d'avoir l'allié bourguignon dans la poche. Mais d'autres quiproquos arriveront, avec tout plein de rebondissements, dont une certaine Jeanne qui va foutre son gros bordel là-dedans. Jeanne, au secours! Ou encore le vilain traité de Troyes. Mais bon, tout ça, c'est une autre histoire. Que je vous conterai peut-être, si cette vidéo fait plus que 200 malheureuses vues. Bref, si Jean sans peur n'avait pas été assassiné et qu'il y avait bien une alliance entre Armagnac et Bourguignon, peut-être que cette guerre se serait finie bien plus rapidement. Mais ça, on ne le saura jamais. Puis de toute façon, vu comme ça se passait entre Armagnac et Bourguignon, il y a de grandes chances que la haine qui animait ces deux partis ait pris le dessus sur l'alliance. Bref, la guerre de 100 ans, c'est complètement dingue et c'est ça qui est bon. Allez, moi je vous laisse, likez si vous avez aimé, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout activez la petite clochette. Allez, à plus.